le cerveau, invisible, du cartel. Qui a dit que je travaillais pour mon cousin? Je travaille pour moi. Cette phrase, apparemment anodine, renferme une vérité que très peu ont connue à temps. Car, dans l'histoire du cartel de Medellín, tous les projecteurs étaient braqués sur un seul nom, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mais tandis que le monde entier parlait du « patron du mal », derrière le rideau, un personnage clé se mouvait. Silencieux, mortel, essentiel. Un homme qui, sans tirer une arme ni apparaître dans la presse, construisit le véritable empire de la cocaïne. Son nom, Gustavo Gaviria, l'architecte financier, le cerveau invisible, le stratège qui rendit possible l'impossible. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero naquit le 25 décembre 1946 à Pereira, capitale du département colombien de Risaralda. Son arbre généalogique était intimement lié à celui de l'un des hommes les plus redoutés du XXe siècle. Sa mère, María Julia Rivero, était la sœur de Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio, la mère de Pablo Escobar. Cela faisait d'eux des cousins, mais leur lien était bien plus profond. Ils grandirent ensemble, pensèrent ensemble, délinquèrent ensemble. Dès leur jeunesse, ils développèrent une vision commune. Faire fortune à tout prix, sans règles, sans frein, sans scrupules. L'enfance de Gustavo se déroula dans un environnement qui contrastait fortement avec l'image qu'il projetterait plus tard. C'était un enfant calme, observateur, aux manières raffinées et au regard calculateur. Lorsque sa famille s'installa à Envigado, une localité périphérique de Medellín, son destin se rapprocha encore davantage de celui de Pablo Escobar. Là, les deux cousins commencèrent à emprunter la même voie, celle de l'ambition sans limite. À la différence de Pablo, qui dès son plus jeune âge rechercha notoriété et pouvoir, Gustavo choisit l'ombre. Tandis qu'Escobar bâtissait son image de Robin des Bois Peza, distribuant de l'argent dans les quartiers populaires, son cousin optait pour l'invisibilité. Il n'accordait jamais d'entretien, n'assistait jamais à des réunions publiques, ne cherchait ni caméra, ni hommage, ni reconnaissance. C'était autre chose. C'était le contrôle silencieux, la conception méticuleuse d'une machine financière qui allait transformer le narcotrafic en une véritable industrie mondiale. Mais qui était réellement Gustavo Gaviria? Quel rôle joua-t-il dans l'ascension du cartel de Medellín? Et pourquoi sa figure est-elle restée, jusqu'à aujourd'hui, presque dans l'anonymat? Voici l'histoire de l'homme qui n'a jamais tiré une balle, mais qui soutient, tel un titan invisible, l'un des empires criminels les plus puissants de l'histoire moderne. Un stratège sans visage, un lion sans rugissement. Et nous ne faisons que commencer, l'art d'être invisible, alors que Pablo Escobar avançait vers la notoriété à grands pas, construisant des quartiers, finançant des équipes de football et apparaissant dans les journaux comme une figure presque mythique. Son cousin Gustavo Gaviria empruntait le chemin inverse. Non par peur, non par faiblesse, mais par stratégie. Gustavo cultiva un profil absolument discret. Il était l'antithèse du capot médiatique. Il ne chercha jamais les projecteurs, n'accorda jamais une interview, fouillait même les réunions sociales avec les élites politiques ou économiques. Il était invisible, par choix, silencieux, méthodique, implacablement calculateur. Dès son plus jeune âge, Gustavo démontra un talent exceptionnel pour les mathématiques. Son esprit était une machine de précision. Alors que d'autres pensaient en termes de routes de distribution, de cargaison ou de contrôle territorial, lui réfléchissait en termes de bilan, de mouvements financiers et de la manière de dissimuler des millions de dollars derrière des structures apparemment légales. Il s'intéressait davantage aux livres de comptes qu'aux armes, aux banques plutôt qu'aux sicaires, aux chiffres plutôt qu'au sang. Ce fut toujours son avantage. Tandis que beaucoup voyaient le narcotrafic comme un jeu de pouvoir armé, lui le traitait comme une entreprise. Et en tant que tel, il l'administrait avec la froideur d'un banquier et l'efficacité d'un comptable suisse. En privé, Gustavo était un hédoniste raffiné, pas un dépensier vulgaire, mais un amateur de détails, de luxe sélectif. Il collectionnait des montres suisses, non pas pour les exhiber, mais par pure fascination mécanique. Il possédait une cave de vins européens soigneusement catalogués. Il conduisait des voitures de luxe, certaines importées directement d'Europe, et sur les murs de ses résidences pendaient des œuvres d'art moderne,
acquises lors de ventes aux enchères discrètes ou par l'intermédiaire de prête-noms. Tout cela loin des projecteurs, sans excentricité publique, sans demeures ostentatoires, visibles depuis le ciel. Mais s'il y avait une passion qui le reliait à l'adrénaline, c'était l'automobile. À la fin des années 1970, Gaviria devint pilote amateur. Il participa à la Copa Renault, l'une des compétitions automobiles les plus importantes de Colombie, à cette époque, sur le circuit de Tocancipá, en périphérie de Bogota. Son véhicule portait le numéro 60 et 11 et était sponsorisé par une supposée entreprise légale, Depósitos Cundinamarca. Mais derrière le volant et sous les logos se cachait une autre vérité. Ce sponsoring n'était qu'une façade, l'un des multiples mécanismes créés par Gaviria pour blanchir l'argent provenant du narcotrafic. Sur la piste, on jouait la vitesse. Dans ses livres de comptes, il jouait l'empire. Gustavo avait 3 ans de plus que Pablo Escobar. Il était né en décembre 1946, tandis que son cousin vit le jour le 1er décembre 1949. Mais cette différence chronologique n'a jamais défini qui commandait le plus. Tous deux se partageaient le pouvoir, chacun à sa manière. Pablo dominait les alliances politiques, contrôlait les sicaires et négociait les territoires dans le sang. Gustavo, en revanche, dessinait les routes de l'argent, investissait dans l'immobilier et déplaçait des capitaux via des comptes chiffrés à l'étranger et articulait un réseau légal et financier qui fit du cartel de Medellín une véritable multinationale du crime. Pour les yeux du monde, le cartel était synonyme de violence, de bombes et d'assassinats. Mais en coulisses, ceux qui connaissaient vraiment sa structure savaient une autre vérité. Le pouvoir ne se trouvait pas seulement dans les armes. Le pouvoir était dans les comptes, et ces comptes n'avaient qu'un seul maître, Gustavo Gaviria. Dans la prochaine partie, nous révélerons comment un jeune méticuleux passa de la contrebande mineure à la conception de la structure financière d'une organisation qui déplaçait des milliards de dollars par an sans laisser de traces, des petites affaires à l'empire invisible. La différence d'âge entre Gustavo Gaviria et Pablo Escobar ne s'est jamais traduite en hiérarchie. Dans le monde du cartel de Medellín, le leadership était un jeu d'échecs, pas une question d'ancienneté, et tous deux déplaçaient des pièces essentielles depuis des plateaux différents, mais parfaitement synchronisés. Pablo gouvernait par le feu, Gustavo par le calcul, Escobar était le visage visible, négociateur agressif, figure publique, l'architecte des alliances avec les politiciens, les paramilitaires et les criminels de droit commun. Son pouvoir reposait sur la peur et la loyauté qu'il savait imposer par la violence. Gustavo, en revanche, n'eut jamais besoin d'élever la voix. Son contrôle s'exerçait depuis l'ombre en concevant un système financier qui permettait de blanchir des millions de dollars sans éveiller de soupçons. Tandis que les cargaisons traversaient la frontière nord, Gustavo avait déjà défini les destinations de l'argent. Investissements immobiliers en Colombie, au Panama et aux États-Unis. Sociétés écrans dédiées à l'exportation et à l'importation. Dépôts bancaires sur des comptes chiffrés en Suisse, au Luxembourg et dans les Caraïbes. Prête-noms formés pour agir comme de véritables entrepreneurs légitimes. Chaque dollar avait une origine sale, mais aussi un chemin propre. Et ce chemin, c'est Gustavo qui l'avait construit. L'ampleur des affaires dépassait l'imagination. À son apogée, le cartel de Medellín contrôlait près de 80% de la cocaïne qui entrait aux États-Unis. Et ce chiffre ne s'atteignit pas seulement avec des armes ou des cargaisons. Il fut atteint grâce à une infrastructure économique solide, parfaitement conçue et supervisée par Gaviria. Chaque transaction, chaque paiement aux pilotes, chaque pot de vin aux fonctionnaires, chaque achat de laboratoire ou réinvestissement de bénéfices était enregistré avec une précision infaillible. Pour beaucoup, Gustavo n'était qu'un associé, mais en réalité, il était l'engrenage central de toute la machine. Mais avant de devenir le cerveau financier du cartel, Gustavo parcourut avec Pablo le chemin des délits mineurs, des crimes qui, aussi modestes qu'ils puissent sembler, révélaient déjà un esprit froid, audacieux, prêt à franchir toutes les limites. L'un de leurs premiers commerces illégaux fut aussi macabre qu'ingénieux. Ils volaient des pierres tombales en marbre dans les cimetières, en effaçaient les inscriptions à l'acide, puis les revendaient comme neuves. Une opération sinistre qui marqua son entrée dans le monde du crime. Ensuite, vinrent d'autres activités plus rentables.
le contrebande d'électroménagers et de cigarettes sur un marché noir qui générait d'énormes profits dans les quartiers populaires de Medellín. Ils ne tardèrent pas à s'impliquer dans le vol et la revente de voitures, modifiant les numéros de série et falsifiant les documents pour leur donner une apparence légale. On leur attribue même de petits braquages de banques et de commerces locaux, bien que leur participation directe n'ait jamais été prouvée. Cependant, le véritable point de bascule arriva lorsqu'ils décidèrent de s'engager dans une forme de financement plus brutal, l'enlèvement extorsif de commerçants. C'était un crime à haut risque, mais aussi à bénéfice immédiat. Ils identifiaient des cibles économiquement puissantes, les enlevaient et exigeaient des sommes exorbitantes pour leur libération. Les paiements étaient rapides, les plaintes rares et l'argent circulait. Cette phase, brutale et sans visage, permit aux cousins d'accumuler leur premier capital important. Avec cet argent, ils commencèrent à tisser le réseau qui allait bientôt faire d'eux les principaux trafiquants de cocaïne de l'hémisphère. Gustavo n'était déjà plus seulement le cousin du patron, il devenait le banquier du crime. Tandis que Pablo affûtait son influence dans la rue et en politique, Gustavo tissait quelque chose d'encore plus dangereux, une économie parallèle qui infiltrerait banques, entreprises, gouvernements et frontières. Sens d'un empire. En 1971, la Colombie ne mesurait pas encore ce qui était en train de naître. Mais dans l'ombre, une transformation violente et silencieuse était déjà en marche. L'un des premiers signes vint d'un crime qui secoua Medellín. L'enlèvement et l'assassinat de Diego Echavarría Misas, l'un des industriels les plus respectés, philanthrope, entrepreneur et figure influente de la vallée de la Burra. Ce fut un coup chirurgical, soigneusement exécuté, avec un objectif clair, l'argent. La mort d'Echavarría ne fut pas seulement une tragédie. Ce fut une déclaration d'ambition. Les auteurs, encore loin d'être reconnus comme les maîtres du narcotrafic, montraient déjà la froideur avec laquelle ils opéreraient dans les années à venir. Et bien que l'accusation n'ait jamais été formellement confirmée, tous les indices pointaient directement vers les cousins Gaviria et Escobar comme auteurs intellectuels. Cette même année, la boussole criminelle commença à tourner. Le kidnapping, comme modèle de revenu, avait ses limites. Rentable, certes, mais trop risqué, trop visible, trop instable. Alors vint le véritable tournant stratégique, la cocaïne. Vers le milieu des années 1970, Gustavo et Pablo entreprirent plusieurs voyages vers le sud du continent. D'abord le Pérou, puis la Bolivie. L'objectif était clair, acquérir de la pâte base de coca directement auprès des pays producteurs. Un produit bon marché, pur, et de plus en plus demandé par le marché américain. Ils transportaient l'argent dans des poches secrètes cousues dans les doublures de leurs vestes. Une technique rudimentaire mais efficace. Ils évitaient les contrôles migratoires, soudoyaient des agents frontaliers et utilisaient des routes terrestres discrètes. C'étaient les premiers pas d'un commerce qui, en moins d'une décennie, allait faire de la Colombie le principal exportateur de cocaïne de la planète. L'ambition grandissait. Et avec elle, le risque également. Le 9 juin 1976, les cousins commirent une erreur. Ce jour-là, des agents infiltrés du département administratif de sécurité, DAS, interceptèrent Gustavo Gaviria et Pablo Escobar dans une glacerie à Itagüí, Antioquia. Ils les suivaient depuis Pasto, capitale du département de Nariño, près de la frontière avec l'Équateur, où ils semblaient avoir récupéré un chargement. Après plusieurs jours de surveillance, l'opération culmina à la glacerie La Playa, où les cousins furent surpris sans possibilité de fuite. Ils transportaient 39 livres de cocaïne camouflés dans la roue de secours d'un camion, une méthode de dissimulation qui annonçait déjà le niveau de sophistication à venir. En plus des deux chefs, 4 autres personnes furent arrêtées, dont Mario Henao Vallejo, le beau-frère d'Escobar. L'opération inclut la saisie de 3 véhicules, de grosses sommes en espèces et de documents falsifiés liant les détenus à plusieurs identités. Le coup ne signifia pas seulement la première grande arrestation des deux. Ce fut également le premier enregistrement judiciaire sérieux d'un réseau organisé qui commençait à se profiler comme un cartel structuré. Gustavo et Pablo furent transférés en prison, accusés de narcotrafic. Ils passèrent un peu plus de 3 mois détenus. Mais grâce à des manœuvres juridiques, des pots de vin stratégiques et des contacts dans l'appareil judiciaire, ils recouvrèrent la liberté. À partir de ce moment-là, le commerce changea d'échelle.
Les voyages se multiplièrent, les routes se diversifièrent, les contacts au Pérou, en Bolivie et au Panama se consolidèrent, et avec eux, naissait officiellement la première grande organisation narcotrafiquante colombienne, le cartel de Medellín. Ce fut une leçon pour Gustavo Gaviria. Le risque ne résidait pas seulement dans le transport, mais dans le fait de laisser des traces. Dès lors, son approche devint encore plus chirurgicale. Documentation propre, mouvements financiers intraçables, délégation des tâches à travers des tiers, et, plus important encore, ne jamais s'exposer inutilement. Ce chargement de 39 livres n'était pas seulement de la drogue. C'était le symbole d'un système qui commençait à prendre forme. Un système qui allait très bientôt atteindre des niveaux jamais vus auparavant. Et au centre de tout, loin des projecteurs, Gustavo Gaviria dessinait la colonne vertébrale économique d'un empire criminel mondial, le lion invisible de l'empire. Le court séjour de Pablo Escobar et Gustavo Gaviria en prison dura un peu plus de 3 mois. Un temps suffisant pour comprendre 2 choses. Que le système judiciaire colombien était vulnérable. Et qu'avec de l'argent et de la stratégie, l'impunité n'était pas seulement possible, elle était assurée. Ils recouvrèrent la liberté après avoir payé des cautions et activé leurs contacts dans les sphères judiciaires. Il n'y eut pas de condamnation grave, il n'y eut pas de véritables conséquences. Ce qui, pour la justice, fut un échec, se transforma pour eux en avertissement converti en avantage. À partir de ce moment, le cartel de Medellín cessa d'être un réseau artisanal. Il devint une organisation multinationale du crime avec infrastructure, hiérarchie et un rayon d'action transcontinental. Ce qui suivit fut une transformation totale. Les cargaisons cessèrent de circuler par des routes rudimentaires et commencèrent à être gérées comme de véritables opérations militaires. Les laboratoires clandestins se multiplièrent. Des pilotes vétérans furent recrutés. Des alliances avec des autorités frontalières furent établies. Et un réseau de contacts politiques et financiers, en Colombie comme à l'étranger, fut tissé. Ils achetèrent des avions, construisirent des pistes dans la jungle, achetèrent des haciendas entières pour masquer la production de cocaïne. Pendant ce temps, Gustavo Gaviria gardait un profil bas, presque invisible, mais il se trouvait au centre de chaque opération. C'était lui qui s'assurait que chaque dollar ait une destination propre, que chaque paiement aux fonctionnaires soit précis, et que chaque investissement reste loin du radar légal. Durant la décennie 1980, la Colombie vécut l'une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Et tandis que Pablo Escobar accédait à la notoriété publique d'abord comme bienfaiteur des pauvres, puis comme congressiste, Gustavo Gaviria s'élevait comme le cerveau derrière le rideau. C'était une ascension silencieuse, sans photographie, sans discours, sans protagonisme, mais avec un pouvoir réel, profond et calculé au millimètre près. Escobar était le feu, Gaviria était l'oxygène. La réputation de Gustavo au sein du cartel était claire, strict dans ses décisions, rationnel dans chacun de ses mouvements, avaré à l'extrême, ce qui contrastait avec le gaspillage de son cousin. Pablo distribuait des liasses de billets, finançait des terrains de football et offrait des logements dans les quartiers populaires. Gustavo, en revanche, surveillait chaque dépense comme si c'était la dernière. Non par mesquinerie, mais parce qu'il comprenait que l'argent était le véritable muscle du pouvoir. Il ne s'agissait pas simplement d'un associé. Gustavo Gaviria était l'architecte de l'argent. Le cartel fonctionnait comme une entreprise dotée de multiples divisions. Terreur et sicariat, sous le commandement de Pablo. Logistique et transport, dirigés par des opérateurs intermédiaires. Blanchiment d'actifs, investissement et contrôle financier, sous la supervision absolue de Gustavo. La grande majorité de ceux qui travaillaient pour le cartel connaissaient Escobar, mais seuls quelques-uns savaient clairement qui était le véritable administrateur de l'Empire. Bien qu'il ne fût pas une figure publique, Gustavo ne passa pas inaperçu au sein du cartel. Ses collaborateurs les plus proches le surnommaient El León, le lion, un surnom qui, loin d'être une métaphore d'agressivité, symbolisait son intelligence stratégique, son caractère dominant dans les finances et sa capacité à se dissimuler tout en contrôlant tout. Le lion n'avait pas besoin de rugir pour être craint. Il n'avait pas non plus besoin de sortir de l'ombre pour diriger la chasse. Gustavo dominait l'échiquier sans faire de bruit. Et dans le monde du crime, c'est la chose la plus dangereuse qu'un homme puisse être.
Pendant les années les plus violentes du cartel de Medellín, alors que les journaux titraient avec le nom de Pablo Escobar, c'était Gustavo Gaviria qui décidait quand, où et comment l'argent circulait. Et dans ce pouvoir invisible se cachait la clé de tout, le capital du silence. L'esprit de Gustavo Gaviria fonctionnait comme une montre suisse, précis, élégant, soigneusement assemblé. Sa discipline ne se limitait pas au bilan et aux comptes à l'étranger. Elle se reflétait aussi dans la manière dont il construisait son monde personnel. Ce n'était pas un narco traditionnel. Il ne collectionnait pas les extravagances pour les exhiber, mais pour leur symbolisme et leur valeur patrimoniale. Son portefeuille d'investissement incluait des diamants, des œuvres d'art, des vins de collection et des propriétés de grande valeur, aussi bien en Colombie qu'à l'étranger. L'un des biens les plus notables de ce portefeuille était la Hacienda Nápoles, qu'il partageait à parts égales avec Pablo Escobar. Bien que le visage de cette finca apparaisse dans les médias associés au patron, en réalité Gustavo en possédait 50% et avait des intérêts directs dans son exploitation. Ses plus proches lieutenants assuraient que sa fortune dépassait même celle de son cousin. Mais cette richesse n'était pas visible. Elle était dispersée, protégée, intelligemment camouflée. L'un des épisodes les plus illustratifs de son profil de collectionneur se produisit lors d'une vente aux enchères privées aux États-Unis. Là, Gustavo acquit une bague ayant appartenu à Imelda Marcos, la célèbre et controversée ancienne première dame des Philippines, pour $50. À première vue, ce n'était qu'un bijou. Mais pour Gustavo, c'était un symbole. Une pièce qui représentait la connexion entre le luxe, l'histoire politique et le pouvoir caché. Une manière de stocker du capital dans des objets difficilement traçables. Tandis que Pablo Escobar distribuait des liasses de billets aux enfants des quartiers pauvres et construisait des terrains de football avec des plaques gravées à son nom, Gustavo, lui, opérait dans la direction opposée. Il investissait, il diversifiait, il transformait chaque dollar illicite en un actif protégé. C'était un exercice de patience, de vision et de contrôle absolu du risque. Cette différence d'approche n'était pas un problème. C'était la clé du fonctionnement du cartel. 2 leaders, 2 cerveaux, 2 façons de soutenir un empire. Gustavo répétait souvent une phrase qui, avec le temps, devint une maxime interne dans les cercles du cartel. Si tu viens pour le plomb, parle à Pablo. Si tu viens pour l'argent, parle à moi. Plomb ou argent, violence ou pot de vin, terreur ou transaction. Dans cette dualité reposait l'équilibre de l'organisation criminelle la plus puissante qu'ait connue l'Amérique latine. Et si Pablo était l'exécuteur, Gustavo était l'ingénieur. Mais même le raffinement, la discrétion et l'intelligence financière ne suffirent pas à le maintenir éternellement hors du radar. Au fur et à mesure que l'empire grandissait, la pression augmentait également. Les millions devenaient impossibles à cacher. Et le nom de Gustavo Gaviria, bien qu'encore invisible pour le grand public, commençait à apparaître dans les rapports de renseignement les plus confidentiels. Le banquier fantôme, à la fin des années 1980, alors que les autorités commençaient à peine à comprendre la dimension réelle du cartel de Medellín, Gustavo Gaviria gérait déjà l'un des plus grands systèmes financiers clandestins du monde. Selon des rapports de renseignement déclassifiés des années plus tard, il contrôlait plus de 80% des flux financiers du cartel. On estime qu'au plus fort de l'organisation, les revenus quotidiens atteignaient 60 millions de dollars. Pas par mois, pas par an. Chaque jour, une pluie incessante de liquidités qui devait être déplacée, blanchie, réinvestie et, surtout, rendue invisible. Pour soutenir ce volume astronomique d'argent, Gustavo conçut un réseau sophistiqué de structures et de canaux qui allait bien au-delà du narcotrafic traditionnel. Laboratoires clandestins répartis stratégiquement en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Réseau de distribution aérienne, maritime et terrestre, avec pilotes, camionneurs et agents frontaliers infiltrés. Corruption d'autorité, aussi bien en Amérique latine qu'aux États-Unis. Sociétés écrans, dédiées au commerce extérieur, à la construction, au divertissement et aux services financiers. Propriétés rurales et urbaines, acquises au nom de tiers. Avions et hélicoptères pour le transport interne de marchandises et d'argent. Et bien sûr, comptes bancaires secrets dans des juridictions dotées de lois de secret extrême
comme la Suisse, le Panama et le Luxembourg. C'était une économie parallèle, une véritable multinationale de l'illégalité, qui fonctionnait avec la précision d'une entreprise mondiale, mais sans laisser de traces comptables. Contrairement à d'autres capots qui recherchaient le protagonisme médiatique ou la terreur symbolique, Gustavo choisit une voie plus discrète, l'anonymat comme bouclier. Son nom n'apparaissait pas dans les dossiers judiciaires. Son visage était pratiquement inconnu en dehors du cercle le plus intime du cartel. Il existe à peine quelques photos claires de lui. Et dans les rares qui subsistent, il apparaît toujours en arrière-plan, dans des lieux fermés, sans pause, sans luxe ostentatoire. Il ne paraissait pas dans la presse. Il ne donnait pas d'interview. Il ne laissait aucune trace. Et c'était là son plus grand pouvoir. L'obsession de Gustavo pour l'invisibilité le conduisit à construire un système de protection personnelle basé sur de fausses identités. Parmi les alias les plus documentés figurent Jesus María Rivero García, Ramiro Vélez Vélez. Les deux noms apparurent dans des documents officiels saisis par les autorités après sa mort. Ces identités n'étaient pas de simples alias pour déplacer de l'argent. Elles constituaient de véritables outils juridiques complets, comprenant carte d'identité, passeport, compte bancaire, registre de propriété et même historique de voyage. Elles lui permettaient de ouvrir des comptes chiffrés sans être légalement lié au cartel, enregistrer des biens immobiliers et des véhicules sans éveiller de soupçons, coordonner des voyages internationaux sans s'exposer à Interpol, protéger son véritable nom face à toute erreur opérationnelle. Ce niveau de minutie fit de Gustavo Gaviria l'un des criminels les plus difficiles à traquer du continent. Même à l'intérieur du cartel lui-même, peu connaissaient son véritable numéro de téléphone. Les réunions étaient présentielles, les ordres transmis par des intermédiaires, les dispositifs étaient jetables, les codes numériques changeaient chaque semaine. C'était, en termes opérationnels, un fantôme. Mais un fantôme qui contrôlait tout. Pendant près d'une décennie, Gustavo Gaviria fut l'architecte invisible d'un système impossible à tracer. Un homme sans visage, sans véritable nom, sans empreinte, et pourtant, c'était lui qui tirait les ficelles du pouvoir le plus dangereux de l'hémisphère. Mais aucun système n'est infaillible. Et dans la prochaine partie, nous découvrirons comment la pression de l'État colombien, les tensions internes du cartel et un imprévu ouvrirent la porte à sa chute. Le contrôleur silencieux. Dans le monde de Gustavo Gaviria, le mot « précaution » n'était pas une suggestion. C'était une doctrine de vie. Chaque appel téléphonique devait utiliser des codes numériques prédéterminés. Chaque appareil était remplacé régulièrement. Les dispositifs étaient jetables, souvent utilisés une seule fois. Et les instructions, jamais directes, toujours déléguées à travers des intermédiaires soigneusement sélectionnés. Même au sein du cartel de Medellín, considéré comme l'une des organisations criminelles les plus hiérarchisées et violentes de l'histoire, la majorité des membres n'ont jamais su quel était le véritable numéro de téléphone de Gustavo Gaviria. Pour lui parler, il fallait être convoqué. Les réunions étaient présentielles, brèves et dans des lieux sécurisés. On utilisait des pièces blindées, des espaces contrôlés et, dans bien des cas, des sites mobiles. Son cercle de confiance était minime, réduit à quelques personnes capables d'opérer avec les mêmes niveaux de paranoïa, de discipline et de silence. Toute rupture dans cette chaîne, un appel mal passé, une apparition publique non autorisée, une fuite minime était un motif de sanction immédiate. Il n'y avait aucune marge d'erreur, et encore moins de place pour les émotions. Gustavo ne dirigeait ni par charisme, ni par peur. Il dirigeait avec exactitude. Sur le plan personnel, il était tout aussi méthodique. Sa vie était une routine sans imprévu. Il se levait tôt, consultait des rapports comptables, supervisait des transactions et assurait le suivi des mouvements immobiliers, bancaires et logistiques. Il n'y avait qu'une seule exception à son autodiscipline presque robotique, la cigarette. Il en était addict, incontrôlablement addict. Il fumait sans mesure, lors des réunions, dans ses moments d'analyse, même durant les déplacements en véhicule blindé. C'était sa seule faiblesse visible, un souffle entre tant de calculs. Ceux qui travaillèrent à ses côtés le décrivaient en 3 mots. Strict, exigeant, difficile. Il n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. Son autorité provenait de l'efficacité brutale avec laquelle il opérait et de la maîtrise totale de chaque détail.
Rien ne passait sans son aval. Chaque opération de blanchiment, chaque transfert, chaque achat immobilier passait par sa supervision. Et si quelque chose ne correspondait pas, c'était corrigé ou éliminé. Au sein du cartel, sa réputation d'avare n'était pas un mythe. C'était une véritable politique d'entreprise. Rien ne s'offrait gratuitement. Rien ne se gaspillait. Chaque centime devait avoir un objectif. Tandis qu'Escobar finançait des quartiers entiers, distribuait des propriétés et sponsorisait des équipes de football, Gaviria vérifiait les factures. Il questionnait les dépenses, restreignait les budgets, même pour ses propres alliés. C'était la seule façon de survivre, car, dans sa vision, la violence avait un prix, et si elle était mal utilisée, ce prix était l'effondrement. Dans un univers criminel dominé par des figures cherchant à être craintes, admirées ou respectées par la force, Gustavo choisit une autre forme de pouvoir, l'invisibilité. Il n'avait pas besoin qu'on le mentionne. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il n'avait pas besoin d'être craint. Il avait seulement besoin que le système fonctionne. Et tant que le système fonctionnait, il restait là. Derrière tout. Sans visage, sans nom, sans bruit. Mais même le contrôle le plus strict comporte des fissures. Et lorsque Escobar décida de déclarer la guerre totale à l'État colombien, Gustavo sut que l'équilibre avait commencé à se briser. Deux visions de l'enfer. L'invisibilité de Gustavo Gaviria n'était pas synonyme de faiblesse. Bien au contraire, c'était la source de son pouvoir. Un pouvoir qui ne faisait pas de bruit, mais qui ordonnait le chaos depuis l'ombre. Dans les cercles internes du cartel, tout le monde le savait. Sans lui, la machine s'arrêtait. Chaque dollar blanchi portait sa signature. Chaque achat légal, sa trace chiffrée. Chaque compte à l'étranger, son empreinte. Il était l'engrenage silencieux, mais indispensable. Mais même les engrenages les plus précis finissent par céder lorsque la machine devient folle. L'année 1984 marqua le début de la fin de l'équilibre au sein du cartel de Medellín. En mars, la police nationale, avec l'aide de la DEA, parvint à localiser et à détruire Tranquilandia, le plus grand laboratoire de transformation de cocaïne découvert jusqu'alors. Un réseau monumental caché dans la jungle du Caquetá. L'opération ne démantela pas seulement l'un des joyaux logistiques du cartel, elle fut aussi le début d'une persécution systématique contre son infrastructure internationale. Un mois plus tard, le 30 avril, le ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla fut abattu par balle, un crime qui paralysa le pays et mit en lumière le véritable visage du narcotrafic. Ils n'étaient plus seulement des contrebandiers ou des financiers cachés. Ils étaient une menace politique directe. Face à l'offensive de l'État, Pablo Escobar répondit par le feu. Le message était clair. Si le gouvernement les poursuivait, il répondrait par la guerre. Durant les années suivantes, Escobar patronna une escalade de violence sans précédent. Parmi les actions les plus brutales, l'assassinat du colonel Jaime Ramírez Gómez, exécuté le 17 novembre 1986, embusqué par des sicaires alors qu'il voyageait avec sa famille. L'enlèvement d'Andrés Pastrana, candidat à la mairie de Bogota, le 18 janvier 1988, un acte de pression qui bouleversa la politique nationale, et une série d'explosions, d'attentats, d'enlèvements et de massacres qui marqueraient l'histoire récente de la Colombie de sang et de peur. Mais tandis qu'Escobar lançait des bombes sur Bogota et assassinait des fonctionnaires dans les rues, Gustavo Gaviria observait avec inquiétude et distance. Ce n'était pas une différence morale, c'était une différence stratégique. Pour Gustavo, la violence était une ressource, pas une méthode. Le business devait être rentable, non suicidaire. Et quand Pablo décida de défier ouvertement l'État, il viola l'une des règles les plus importantes du manuel de Gaviria. On ne menace pas le système que l'on peut acheter. En janvier 1987, le président Virgilio Barco durcit la politique contre le narcotrafic. Les accords d'extradition avec les États-Unis furent réactivés et une offensive militaire et judiciaire fut lancée contre les réseaux du cartel. La réaction d'Escobar fut immédiate et impitoyable. Explosions dans des commissariats, attentats contre des journalistes, massacres en guise d'avertissement, enlèvements ciblés comme outil de pression. C'était la guerre. Et dans cette guerre, Pablo n'acceptait que deux issues, la victoire ou la mort. Mais Gustavo ne participait pas à cette logique. Il ne voulait pas de sang. Il voulait du contrôle.
Et pour la première fois, les deux hommes les plus puissants du narcotrafic colombien commencèrent à regarder dans des directions opposées. Cette fissure grandit en silence. Tandis que l'un organisait des attentats, l'autre blindait des comptes. Tandis que l'une parlait avec des sicaires, l'autre parlait avec des banquiers. Et lorsque le cartel franchit le point de non-retour, Gustavo comprit que son modèle ne suffisait plus pour les sauver. La guerre que Gaviria n'a jamais voulu. Le 23 août 1989, le cartel de Medellín brisa toute possibilité de retour. Ce jour-là, le groupe connu sous le nom de Los Extraditables, dirigé par Pablo Escobar, publia une lettre qui fit trembler le pays. Nous déclarons la guerre totale à l'État colombien. Il ne s'agissait pas d'une menace voilée. C'était une proclamation ouverte de guerre. Une guerre qui comptait plus de 3 sicaires. Une armée non officielle, nourrie de jeunes sans avenir, armés jusqu'aux dents et entraînés à tuer sans hésitation. Et derrière eux, une structure financière suffisamment solide pour financer une vague de terreur sans précédent. Le 6 décembre de la même année, 2 attaques marquèrent le début d'une campagne de destruction systématique. Le siège du journal El Espectador, symbole du journalisme indépendant, fut détruit par des explosifs. Le bâtiment du département administratif de sécurité, DAS, cœur du renseignement d'État, fut réduit en ruine. La violence cessa d'être tactique. Elle devint un message. Et ce message était clair. Si vous ne nous protégez pas, nous vous détruisons. Pour Gustavo Gaviria, cela était inacceptable. Non pas pour des implications éthiques qui n'avaient jamais guidé ses actions, mais pour une raison plus profonde. C'était une erreur stratégique colossale. On raconte qu'en apprenant la lettre des extraditables, sa réponse fut directe et sans détour. « Tu n'as pas besoin de la guerre pour gagner. » Et avec cette phrase, il scella son éloignement définitif de la stratégie d'Escobar. Pour Gustavo, le pouvoir ne résidait pas dans les bombes. Le pouvoir était dans l'argent bien déplacé, dans les pots de vin intelligents, dans les routes sécurisées et dans l'infiltration silencieuse de l'État, non dans sa confrontation frontale. Tandis qu'Escobar menait une campagne de terreur urbaine sans précédent à Bogota, Medellín et Cali, Gustavo travaillait dans l'autre tranchée, protégeait des actifs, réaffectait des fonds, déplaçait des comptes chiffrés, diversifiait des investissements à l'étranger et cherchait désespérément des schémas plus discrets pour maintenir le cartel en vie sans attirer l'attention internationale. Mais la guerre avait déjà commencé et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. La confrontation stratégique entre les deux cousins fut silencieuse, sans cri ni trahison. Mais elle était profonde, et elle finit par incliner le destin du cartel vers son autodestruction. Face à la violence déchaînée, l'État colombien activa un mécanisme d'exception. En 1989, une unité spéciale d'élite fut créée, le bloc de recherche, dont l'unique objectif était de capturer ou d'éliminer les chefs du narcotrafic. Pour la première fois, l'État se réorganisait de manière efficace, les opérations militaires furent intensifiées, la coopération avec la DEA et des agences étrangères fut renforcée, et, fait plus inattendu, des alliances secrètes furent établies avec les rivaux du cartel de Medellín, comme le cartel de Cali et certains groupes paramilitaires. Gustavo Gaviria, qui avait toujours évité les caméras, les micros et les archives officielles, commença à devenir visible pour ceux qui savaient observer. Le 11 août 1990, vers 16h, un détachement du bloc de recherche lança l'opération Apocalypse, phase 2. L'objectif, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero. Le lieu, une résidence blindée située dans le quartier Laureles, l'un des secteurs les plus exclusifs de Medellín. Une structure apparemment conventionnelle, mais équipée de vitres pare-balles, de caméras de sécurité, de murs renforcés et de voies d'évasion secrètes. C'était un bunker urbain, un refuge parfaitement conçu, un reflet de son obsession pour la protection. Mais cet après-midi-là, la sécurité fut insuffisante. Après des années d'invisibilité, Gustavo Gaviria fut localisé. Et pour la première fois de sa vie, il n'eut pas le temps de disparaître. Le silence se brisa. Medellín, 11 août 1990. L'horloge marquait un peu après 16 heures lorsqu'un convoi du bloc de recherche encercla discrètement une maison dans le prestigieux quartier Laureles. À première vue,
Ce n'était qu'une résidence de classe aisée. Mais les agents savaient qu'il ne s'agissait pas d'une demeure ordinaire. C'était un bunker, vitres blindées, caméras de sécurité à toutes les entrées, murs renforcés avec du béton dense. Une architecture pensée non pas pour montrer, mais pour résister. Après des semaines de filature, de renseignements et de surveillance secrète, les coordonnées étaient précises. L'opération fut exécutée sans marge d'erreur. Les agents placèrent des explosifs sur la porte principale. La détonation secoua le voisinage. Immédiatement, un échange de tirs commença à l'intérieur de la propriété. Gustavo Gaviria ne se rendit pas. Selon les rapports de police, il riposta avec un fusil M14, accompagné d'une mini-Uzi, croyant que les assaillants n'étaient pas des autorités, mais des sicaires envoyés par le cartel de Cali, dans une tentative de vengeance ou d'exécution sélective. La confusion fut immédiate. Convaincu qu'il s'agissait d'ennemis internes du narcotrafic, il se défendit avec férocité. La fusillade dura près d'1 heure. Dans chaque pièce, des rafales résonnaient. Dans les couloirs, l'écho des balles. Et au centre de tout, l'homme le plus invisible du cartel, brandissant une arme pour la première et la dernière fois. Finalement, après près de 60 minutes de feu croisé, Gustavo Gaviria fut abattu. Son corps présentait de multiples blessures par balle. À ses côtés, on retrouva 2 fausses identités. Jesus, Maria, Rivero Garcia, Ramiro Vélez. Vélez, les mêmes noms avec lesquels il avait ouvert des comptes chiffrés à l'étranger. Les mêmes alias qu'il avait utilisés pour disparaître du radar pendant des années. La chute de l'architecte financier du cartel ne fut pas seulement une perte opérationnelle. Ce fut un coup symbolique. La colonne vertébrale de l'argent avait été brisée. À l'intérieur de la propriété, la police trouva 2 femmes et une petite fille, toutes indemnes. L'une d'elles fut identifiée comme Alexandra Tapias, présumée amante de Gustavo. L'autre, une employée domestique. Le fait le plus troublant, il n'y avait pas de garde du corps. Aucun dispositif de sécurité actif. Aucune escorte. Rien. Gustavo Gaviria, le cerveau financier du cartel le plus redouté du continent, avait choisi de mourir seul, protégé seulement par des murs et par son silence. Au moment de sa mort, Gustavo n'avait que 40 ans, et aux côtés de José Gonzalo Rodríguez Gacha, mort en 1989, et d'Escobar lui-même, il était considéré comme l'un des 3 piliers fondamentaux du cartel de Medellín. Sa tête valait une récompense de 50 $, américains, une somme faible selon les standards actuels. Mais à cette époque, c'était le prix pour abattre le cerveau financier du crime. La mort de Gustavo laissa un vide, mais aussi une ombre. Selon John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, sicario de confiance d'Escobar, Pablo ne pleura pas la mort de son cousin. Il n'y eut pas de deuil, pas de commotion. D'après son témoignage, le patron déclara, au moment de son exécution, Gustavo était à genoux, suppliant qu'on ne le tue pas. Un récit cru peut être réel, peut être intentionnellement cruel, mais qui contredisait tout ce qui se disait du lion du cartel. Ainsi se termina l'histoire de l'homme qui bâtit l'empire économique le plus sombre d'Amérique latine. Un homme qui ne dirigea ni par la peur ni par la gloire, mais avec logique, efficacité et un silence absolu. L'héritage du lion abattu, la mort de Gustavo Gaviria ne mit pas fin à la guerre. Au contraire, elle l'intensifia. L'État colombien ordonna un quartier général de 1er degré. Les forces spéciales redoublèrent leurs opérations à Medellín, et le président César Gaviria, sans lien de parenté avec Gustavo, annonça publiquement la chute de l'un des cerveaux les plus recherchés du pays. Le message était clair. La structure du cartel commençait à s'effondrer. Le corps de Gustavo fut conduit au cimetière Jardines Montesacro, situé à Itagüí, Antioquia. Là, dans une curieuse ironie du destin, il repose à seulement 15 mètres d'eux. Pablo Escobar, son cousin et associé, son fils, Gustavo Gaviria Jr., alias Gustavito. Son frère, José Luis Gaviria Rivero, qui n'eut jamais de lien criminel et fut assassiné par la police nationale sans aucune justification. Le 2 février 1993, cet ensemble de tombes, modeste mais chargé d'histoire, représente non seulement la fin physique d'une famille, mais aussi l'épilogue d'une organisation qui défie un jour le monde. Mais tandis que les corps tombaient et que les chefs mouraient, l'argent continuait de respirer. Des années après sa mort,
Une enquête conjointe entre la Suisse et les États-Unis mit au jour ce que beaucoup soupçonnaient, mais que peu parvenaient à prouver. Un réseau financier intact, silencieux, mortel. Gustavo Gaviria, même mort, continuait de déplacer des pièces. Ou plutôt, les pièces qu'il avait construites continuaient à fonctionner seules. Selon des rapports publiés en octobre 2009 par le journal El Espectador, les dépôts bancaires liés aux alias du cartel de Medellín, y compris ceux utilisés par Gustavo, pourraient dépasser 30 millions de dollars. Des comptes restés inactifs pendant des décennies, protégés par les réglementations du secret bancaire suisse, luxembourgeois et panaméen. Ce n'étaient pas de simples comptes d'épargne, c'étaient de véritables structures légales, avec des sociétés écrans, des prêts non fictifs et des circuits conçus pour résister aux audits internationaux. Gaviria avait créé un système blindé, si sophistiqué qu'il survécut à sa propre mort. Parmi les noms figurant dans la documentation bancaire, apparaissait Carlos Alberto Gaviria Vélez, cousin de José Obdulio Gaviria, analyste politique et conseiller proche d'Alvaro Uribe Vélez. Dans l'un des comptes suisses fut retrouvé l'alias Jesús María Rivero García, utilisé par Gustavo durant des années. La fausse carte d'identité portant ce nom fut confirmée par une expertise médico-légale après l'opération qui mit fin à sa vie. La connexion fut sans équivoque. Le système de blanchiment qu'il avait conçu dans les années 80 continuait de produire des ramifications des décennies plus tard. Gustavo Gaviria ne réapparut jamais. Il n'y eut pas d'hommage, il n'y eut pas de mémoire, il n'y eut pas de rédemption. Mais son héritage resta inscrit dans les chiffres, dans des comptes cachés, dans des propriétés sans nom. Le dernier Gaviria, 2 décembre 1993. Quelques heures avant que Pablo Escobar ne soit abattu sur un toit de Medellín, un autre corps apparut dans la ville. C'était Gustavo Gaviria Jr., connu sous le nom de Gustavito, fils de Gustavo Gaviria Rivero. Il n'avait que 24 ans. Son corps fut retrouvé torturé, exécuté et abandonné dans une zone périphérique de la capitale antioqueña. La scène fut brutale, mais aussi symbolique, car ce ne fut pas seulement l'assassinat d'un jeune homme, ce fut la fin biologique de l'héritage Gaviria au sein du cartel de Medellín. Les circonstances de sa mort ne furent jamais totalement élucidées, mais tous les indices pointaient vers un groupe qui avait émergé de l'ombre avec un seul objectif: traquer Escobar jusqu'à sa dernière cellule. Ce groupe s'appelait Los Pepes, persécuté par Pablo Escobar, une organisation paramilitaire et criminelle soutenue par des intérêts aussi divers que puissants. Le cartel de Cali, des factions de la police nationale et le bloc de recherche, des groupes paramilitaires dirigés par les frères Fidel et Carlos Castaño, et des figures obscures comme Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, selon une version soutenue par Aura Rocío Restrepo, ancienne compagne de Gilberto Rodríguez Orejuela, chef du cartel de Cali. Gustavito serait récemment revenu de voyage et aurait été directement conduit à la cachette où se dissimulait Pablo Escobar. Le soupçon est qu'il aurait été capturé par Los Pep avant de retrouver son oncle, et que, sous la torture, il aurait été forcé de révéler des informations sensibles sur l'emplacement exact de Pablo Escobar. Bien que cette hypothèse n'ait jamais été confirmée officiellement, elle coïncide avec les déclarations d'anciens membres de Los Pepes et d'agents du bloc de recherche. Au moins 2 ex-membres ont admis que les informations ayant permis de localiser Escobar avaient été obtenues par des moyens extraordinaires. À ce moment-là, la guerre contre le cartel de Medellín avait franchi toutes les limites possibles. Il ne s'agissait plus de capturer, il s'agissait d'anéantir, pièce par pièce, cellule par cellule. Los Peps, nés comme bras clandestins destinés à déstabiliser le cartel, s'étaient transformés en une machine d'exécution sélective, bombardement, interception et torture. Medellín vivait sous le feu, et la lignée Gaviria, qui avait autrefois géré les finances du cartel comme une corporation suisse, terminait son histoire dans les balles, dans une fosse, et sans héritiers opérationnels. La mort de Gustavito ne fut pas seulement une tragédie familiale, elle fut le prélude de la chute finale d'Escobar, et le point final d'un nom de famille qui, pendant plus d'une décennie, contrôla l'économie du narcotrafic mondial depuis l'ombre. La fin du silence, la mort de Gustavito, l'enlèvement et l'assassinat d'alliés clés, et la pression implacable de l'État et des Pep
dévastèrent émotionnellement Pablo Escobar. En moins d'un an, il perdit son cousin et architecte financier, Gustavo Gaviria, son beau-frère et opérateur de confiance, Carlos Mario Henao Vallejo, son associé et bras armé, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. À chaque perte, Escobar se retrouvait plus seul, sans soutien opérationnel, sans structure financière, sans réseau de protection. La guerre qu'il avait lui-même déclenchée commença à se refermer sur lui comme un piège. Le 1er décembre 1993, Pablo passa son dernier anniversaire dans une cachette. Et le lendemain, il fut localisé et abattu sur un toit du quartier Los Olivos. Le cartel de Medellín, autrefois symbole du pouvoir absolu, était officiellement démantelé. Gustavo Gaviria n'avait jamais brandi une arme en public, jamais accordé une interview, aucune photo claire, aucune véritable signature. Mais ce fut lui qui conçut le moteur financier, qui alimenta une guerre de proportions historiques. Si Pablo fut le visage du cartel, Gustavo en fut le cerveau. Sans sa vision, sans ses contacts, sans sa capacité à déplacer des millions avec une précision chirurgicale, le cartel de Medellín n'aurait jamais existé tel que nous l'avons connu. Son héritage ne se trouve pas dans les rues, ni à la une des journaux. Il est inscrit dans des bilans invisibles, dans des comptes que l'on traque encore aujourd'hui, et dans la sophistication criminelle qui a changé à jamais l'histoire du narcotrafic. Dans le monde du crime organisé, la violence laisse des traces. Mais l'intelligence laisse des systèmes. Et comme le dit un vieux proverbe populaire, le plus silencieux est le plus dangereux. Gustavo Gaviria fut cela. Un homme sans visage, sans éclat, mais indispensable. Le lion qui rugissait sans bruit, et qui, durant des années, tira les ficelles de l'empire le plus redouté d'Amérique latine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers l'une des figures les plus énigmatiques et déterminantes du crime en Colombie. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez continuer à explorer les histoires réelles qui ont marqué le monde du crime et du pouvoir dans l'ombre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains documentaires. Et si cet épisode vous a plu, cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Nous vous garantissons qu'elle vous surprendra aussi. On se retrouve dans la prochaine.